Bonjour, je m'appelle Michel Aberstro, je suis tête de liste de la liste Dijon Change d'Air, alors liste écolo, mais pas qu'écolo, aussi avec d'autres partenaires communistes, l'après Génération.s, donc liste écologique, sociale et citoyenne. Moi-même, j'ai 62 ans et je dirige un centre de formation pour les métiers de l'agroalimentaire. Bonjour, je m'appelle Manon Léger, j'ai 31 ans et je suis ingénieure en informatique et je travaille dans une association qui étudie les impacts du numérique sur la société et la planète. Pour le coup, nous allons commencer par le premier sujet qui est celui de la culture. Quelles mesures pour faciliter l'accès à la culture aux jeunes Dijonnais? Alors, l'accès à la culture à Dijon aujourd'hui, il est pas mal. Il y a déjà pas mal d'argent qui est investi dans la vie culturelle, mais majoritairement cet argent il est investi dans des équipements comme l'auditorium, l'opéra, qui ne sont pas forcément les plus dédiés aux jeunes. Donc il y a déjà eu du travail qui a été fait pour les ouvrir plus aux jeunes, mais nous, ce qu'on aimerait faire, c'est ouvrir réellement la culture à tous les âges, avec notamment des événements dans la rue ou dans les espaces publics, l'installation de nouveaux festivals, et notamment d'un festival par et pour les étudiants. Et puis sur le Pass Culture, l'ouverture du Pass Culture aux lycéens et la majoration des droits qui sont donnés sur le Pass Culture. Le prochain sujet qui sera abordé, ce sera la transition écologique. Les jeunes Dijonnais sont-ils suffisamment associés aux décisions liées à la transition écologique? Alors, les jeunes Dijonnais et les Dijonnais et Dijonnaises dans l'ensemble ne sont pas beaucoup associés aux décisions concernant la transition écologique aujourd'hui. Moi, en tant qu'habitante à Dijon, on m'a jamais posé la question de si j'avais suffisamment d'espace de nature dans mon quartier, par exemple, si j'étais satisfaite de la façon dont les immeubles étaient construits et venaient créer des îlots de chaleur dans mon quartier. Nous, notre projet à Dijon, c'est pour les jeunes comme pour toutes les générations, de créer des assemblées citoyennes dans lesquelles on va réunir tous les habitants et habitantes pour réfléchir à la façon dont notamment l'urbanisme doit être pensé à Dijon. Après, quand on pense transition écologique, il y a le béton qu'on met partout aujourd'hui et que nous, on aimerait bien limiter évidemment, mais il y a aussi tous les autres aspects de la transition écologique, comme par exemple la sécurité face à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau et au captage d'eau potable, la sécurité aussi en temps de canicule ou en temps de catastrophe due plutôt à l'activité humaine et au réchauffement climatique. Et donc toutes ces actions-là, on les réfléchira avec les habitantes et les habitants, et notamment avec les jeunes qui sont les plus concernés, puisque nous, c'est notre avenir qui est en jeu, grâce à ces conventions citoyennes et à ces assemblées citoyennes. Le prochain thème abordé, ça sera celui des transports. Que pensez-vous de l'extension de la ligne L3? Alors nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut effectivement développer le transport en commun, mais pas que le transport en commun, il faut aussi développer tout ce qui va nous permettre de décarboner les transports dans cette ville et plus largement dans la métropole, mais même on peut dire aussi sur l'accès à la métropole, puisque beaucoup de personnes viennent de l'extérieur pour venir travailler à Dijon, même des étudiants viennent tous les jours pour faire leurs études à Dijon. Donc c'est un problème global qu'il faut voir de façon globale, et ça c'est une réponse qui est très partielle, qui n'a pas été faite avec la consultation des citoyens, qui est imposée par la municipalité actuelle. Est-ce que c'est la bonne réponse? On n'en est pas entièrement convaincu. Nous, ce qu'on va faire en arrivant à la mairie, c'est mettre en place une convention citoyenne sur cette problématique des transports pour réfléchir à globalement quel plan de transport est souhaitable pour la ville, pensant à tous les quartiers. Est-ce que c'est la bonne décision, cette ligne-là? On a quelques doutes. Mais il n'y a pas que les transports, il y a aussi les moyens de se déplacer. Et là, Dijon a pris un retard considérable en ce qui concerne la mobilité vélo, la mobilité piéton. Il va falloir rattraper ce retard pour mettre en place des vrais moyens de partager la voirie entre les différents moyens de locomotion. Que pensez-vous de l'idée des transports gratuits pour les jeunes? Alors nous, c'est pas qu'on en pense, c'est qu'on l'a mis dans notre programme. Alors vous dites là les étudiants, mais nous on a décidé que c'était pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit uniquement réservé aux étudiants. Il y a aussi des jeunes travailleurs, des jeunes travailleuses et des familles aussi sur d'autres occupations qu'il convient aussi d'aider. Donc nous on a décidé de mettre la gratuité des transports en commun pour tous les moins de 26 ans, et on l'a aussi élargi pour les personnes en situation de handicap ou les personnes aux revenus, avec des revenus sociaux. Comment financez-vous cette mesure? Avec le budget de la ville, il n'y a aucun souci, on l'a chiffré. On l'a chiffré à peu près. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait non plus pour tous les habitants, parce que ça a un coût.
Donc nous, on est raisonnable, on sait chiffrer nos mesures. Et le budget de la ville, aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'est pas totalement utilisé. Donc on va le financer et on va le financer sans augmentation d'impôts. Le prochain thème, c'est celui du logement. Aujourd'hui, comment Dijon peut répondre à la demande de logement qui est croissante? Alors ça, c'est un vrai sujet, je suis particulièrement sensible à ce sujet. Enfin, les autres aussi sont des vrais sujets. Mais celui-là, j'y suis particulièrement sensible parce que moi, je suis directeur d'un centre de formation d'apprentis qui travaille avec l'Institut Agro Dijon, qui travaille avec des formations à niveau universitaire. Et je connais non seulement la problématique de logement des étudiants, mais aussi de logement des apprentis qui sont souvent, eux, ont besoin d'un double logement par rapport à ça. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie problématique parce que les logements de type Crous, on n'a pas créé grand-chose depuis des années. Les logements pour les alternants, c'est compliqué parce qu'il a été créé la Cité de l'Alternance sur le campus, qui est une très bonne initiative, mais aujourd'hui, elle ne répond plus suffisamment aux besoins parce qu'il n'y a plus de place, donc il n'y a pas de projet par rapport à ça. Et puis les loyers sont chers. Moi, je rencontre suffisamment de jeunes dont les familles hésitent à envoyer leurs jeunes faire des études à Dijon pour des problèmes de coûts et de coûts de logement. Alors, comment répondre à ces besoins? Il va falloir travailler globalement parce que ce besoin de logement, il est aussi pour l'ensemble des personnes et des habitantes et des habitants de la ville. Et donc, il va falloir faire en sorte de modérer, de moduler le coût du logement, que ce soit le coût de l'accession, le coût des loyers. Et pour ça, nous allons demander à la préfecture le classement de Dijon en zone tendue, ce qui va nous permettre de mettre en place un certain nombre d'actions pour limiter l'augmentation des loyers et puis aussi de limiter tout ce qui est temporaire comme les Airbnb qui seront pour nous limités à maximum 90 jours. Et puis on va essayer aussi de travailler sur un autre axe qui est important, c'est la réhabilitation et le logement intergénérationnel. Je crois qu'il y a des possibilités de développer cette activité. Il y a des personnes âgées qui sont seules, qui ont des grands appartements. Il y a des étudiants qui cherchent à se loger. Et généralement, c'est des rencontres sympathiques, d'échanges entre les générations qui sont tout à fait favorables. Alors, il faut développer cet écosystème. Un autre sujet qui lui aussi est vaste et qui englobe les étudiants et d'autres sujets encore, c'est celui de la précarité. Que pensez-vous de la précarité étudiante actuelle et comment Dijon peut venir aider les étudiants? La précarité pour les étudiants, elle est affolante aujourd'hui partout en France, hein, pas que à Dijon. Et en fait, elle vient, on l'a abordé dans certaines des autres thématiques. En fait, la précarité, c'est comment on accède à un logement, comment on se déplace et comment on se nourrit, c'est les principales choses. Et après, évidemment, l'accès aussi aux loisirs et à la culture, comme on l'a évoqué. Pour ce qui est du logement, on en a parlé, encadrement des loyers, c'est vraiment une mesure qui va servir à tout le monde, mais en particulier aux jeunes qui aujourd'hui ont du mal à trouver des logements accessibles. Gratuité des transports pour les moins de 26, c'est aussi une mesure très concrète qui permet à tout le monde de se déplacer, en plus en renforçant l'usage du vélo. Donc voilà, on a quand même deux moyens de transport qui sont gratuits ou quasi gratuits et qui viennent limiter le budget des jeunes. Et la dernière chose, c'est comment on se nourrit. Et en ça, nous, on propose de faire de Dijon une ville d'expérimentation de ce qu'on appelle la sécurité sociale alimentaire, sécurité sociale de l'alimentation. Comment ça marche? Concrètement, c'est comme la carte vitale pour avoir ses médicaments remboursés, sauf que là, c'est de l'alimentation remboursée et uniquement auprès de producteurs locaux, bio, avec de l'alimentation donc de qualité, parce que ça nous fait trop mal au cœur aussi de se dire que puisqu'on a un budget limité, on est obligé de toujours aller au supermarché et voilà, prendre les choses les moins chères pour se nourrir. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un budget pour tout le monde, selon les villes dans lesquelles ça s'expérimente, ça peut être 100, 150 euros dans le mois, qui nous est versé suite à un certain nombre de cotisations, qui nous est versé pour pouvoir nous alimenter en produits bio locaux avec des groupements de producteurs participants au dispositif. Ça, c'est une mesure très concrète pour limiter la précarité alimentaire et donc qui vient se combiner avec les autres mesures sur le transport, sur le logement, pour faire de la vie étudiante à Dijon une vie moins chère. Nous allons aborder un autre thème, celui qui est de plus en plus croissant aujourd'hui, c'est la santé mentale. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont isolés. Comment faites-vous pour lutter contre cela? Alors sur la santé mentale, c'est pareil un sujet qui touche en particulier les jeunes, pas que, mais qui est de plus en plus croissant dans la population et en particulier chez les jeunes.
nous, on pense que la mairie et la municipalité doivent se saisir de ce sujet, comme on le fait pour d'autres dispositifs de santé. Et aujourd'hui, quand on crée des installations de santé, on ne pense pas forcément au côté santé mentale. Pour nous, tous les équipements de santé qu'on va créer dans la ville, en gestion municipale, ils seront multi-professionnels avec toujours un soutien psy et donc un suivi santé mentale, donc les différents métiers de psy. Ça, c'est un dispositif de soins, d'accompagnement. Ce qui est important, c'est aussi de penser avant ça, avant qu'on ait besoin du soin, comment on fait pour limiter cet isolement-là. Et pour nous, ça tient beaucoup à la vie culturelle. On l'a abordé dans la vie, voilà, dans la vie culturelle et associative. Donc sur le campus, mais pas que, hein, parce que tout le monde n'habite pas sur le campus non plus. Comment on crée des lieux dans lesquels on se retrouve, on partage des moments et on mène une vie sociale qui nous permet de nous épanouir. Donc on en a parlé avec des festivals pour les étudiants et les étudiantes, avec de la vie culturelle de rue dans l'espace public plus accessible à tout le monde et des moyens de se retrouver et de partager ensemble une vie sociale épanouissante. Le prochain thème abordé, c'est celui de la démocratie locale. Vous en avez déjà commencé à l'aborder. Comment vous faites aujourd'hui, vous, pour faire en sorte que les Dijonais s'intéressent aux décisions municipales? Mais déjà, sur notre liste, on a des étudiantes et des étudiants, ce qui n'est pas le cas de toutes les listes. Donc ça, c'est très intéressant et très important parce que participer à la vie locale, c'est aussi participer à la gestion de la ville et en étant élu, et on peut être élu en étant déjà étudiant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est globalement la participation citoyenne aux décisions de la ville. Je pense on doit changer d'air. C'est fini l'époque où on élit quelqu'un pendant un mandat et qui décide de tout. Nous sommes sur une logique d'écoute, une logique de participation et de co-construction. Donc l'ensemble des projets, les grands projets structurants dijonnais seront étudiés avec l'ensemble de la population, y compris les jeunes, y compris les étudiants. Pour vous, les nouveaux projets d'urbanisme correspondent-ils aux aspirations des jeunes générations et des futures générations? Alors, Si tu tu veux. compléteras si tu veux. La question, c'est qu'est-ce que vous attendez, vous les jeunes? Est-ce que vous attendez des possibilités de colocation pour être plusieurs en jeunes et vivre en communauté? Est-ce que vous attendez des chambres d'étudiants de 10 mètres carrés où on est isolé le soir? Je crois que les attentes sont diverses, ça dépend des jeunes. Moi, j'ai deux enfants aussi, hein, qui ont la vingtaine, il y en a un qui a fini les études et puis il y en a une qui est encore dans les études. Ça dépend des moments. Il y a des moments où on souhaite être en colocation, il y a des moments où on ne le souhaite pas. Donc c'est un petit peu délicat. Je crois qu'aujourd'hui, on a une réponse, c'est les résidences étudiantes privées, qui coûtent horriblement cher, qui isolent les jeunes. Pour nous, ce n'est pas les réponses idéales. Les nouveaux projets urbains, de façon globale, aujourd'hui, c'est plutôt une logique de Tetris, hein. On en met le plus possible dans peu d'endroits. Mais se loger, c'est pas simplement rentrer dans son chez-soi le soir, c'est aussi vivre avec son entourage, avec ses voisins, ses voisines, c'est pouvoir faire des événements communs, avoir des endroits de rencontre. Moi, je crois qu'il faut repenser l'urbanisme avec des lieux d'activités sportives, des lieux de rencontre, des lieux. Pourquoi la fête des voisins? C'est qu'une fois par an, on pourrait avoir d'autres conceptions. Et puis l'urbanisme aussi doit être pensé dans une réflexion globale. Aujourd'hui, on construit, on densifie, il n'y a pas de commerce dans les nouveaux quartiers, il n'y a pas de vie, il n'y a pas beaucoup de vie culturelle ou sportive, et puis il n'y a pas forcément des moyens pensés pour se déplacer à vélo ou à pied, par exemple. Une autre question, un autre thème, on appelle plutôt la cohésion sociale. Pensez-vous déjà qu'il faudrait des espaces de rencontres intergénérationnels? Et si oui, comment faire en sorte qu'ils soient mis en place? Les espaces de rencontres en ville, aujourd'hui, ils sont assez rares dans le sens où les quartiers sont assez spécialisés. On a les étudiants qui vont vivre vers université, campus, etc. Pas seulement, mais voilà. On a des lieux qui sont pas du tout de la mixité sociale parce qu'on a mis majoritairement des logements sociaux et donc on crée pas du tout d'espace de rencontre entre
les classes sociales aussi. Et pour ce qui est des espaces intergénérationnels, moi je sais que dans mon quartier, il y a beaucoup plus de personnes, pas du tout de mon âge, de la génération plutôt de mes parents, voire de mes grands-parents. On a peu d'espaces dans lesquels vraiment ça peut se mélanger. Nous, on a un peu des ovnis à côté de ça. En centre-ville, voilà, il y a beaucoup plus de générations élevées. Bref, difficile de trouver des endroits où on peut vraiment faire société. Et faire société, c'est se rassembler autour de projets communs. Michel l'a dit, ça peut être autour du sport, ça peut être autour de la culture, avec des fêtes, avec des festivals, avec de la musique, ça peut être autour de l'alimentation. On a à Dijon un magnifique endroit qui s'appelle la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui pourrait être un bel endroit populaire dans lequel on se retrouve, dans lequel on partage des moments, et qui aujourd'hui est un endroit uniquement pensé comme un projet immobilier pour vendre des appartements chers à Dijon, ou comme un projet pour les touristes, pour faire rayonner la ville, mais pas du tout le mettre au service de ses habitants. Donc nous, typiquement, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, c'est un projet qu'on veut revoir de A à Z et en faire un lieu de vie pour les Dijonnais et les Dijonnaises. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés. Moi, j'y suis allée une fois avec des copains parce qu'ils visitaient Dijon et donc c'était pour leur montrer, regardez, comme c'est ce bel endroit de tourisme à Dijon, mais honnêtement, on n'y va pas tous les matins. On ne va pas faire notre marché là-bas, par exemple. On va pas, enfin, personne ne va vivre là-bas. Donc, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, nous, on met tout à plat et on dit, OK, on va faire une cantine dans laquelle tout le monde va pouvoir venir manger un midi avec des tarifs à prix libre, y compris pour les jeunes, pour que ce soit accessible à tout le monde. On le fait aux Lentillères, pourquoi on ne pourrait pas le faire à la Cité de la Gastro? Donc, une cantine bio, locale, tout ce qu'on veut, et un bel endroit où on peut se retrouver. Des food courts, mais vraiment des food courts accessibles à tout le monde et où on a envie d'aller, pas uniquement pour le luxe et la gastronomie. Et des événements sur l'alimentation, parce que c'est sympa aussi de voir les différentes cultures alimentaires, comment on peut se nourrir autrement, apprendre à cuisiner, mais pas que, des événements populaires et festifs aussi. Et surtout, ce projet-là, ça c'est nos idées, mais en fait, on ne le construit pas du tout seul. Avant ça, on fait ce qu'on a dit, une assemblée citoyenne, on réfléchit ensemble à comment cet espace il peut devenir un lieu de rencontre qui réunit tout le monde, et on en fait un vrai lieu de vie au service des Dijonnais et des Dijonnaises. C'est un exemple, voilà. On a déjà discuté avec toutes les assos qui rêveraient de pouvoir installer des événements, des lieux d'activité pour les jeunes, etc., sur place. Elles n'ont pas du tout été consultées quand on a créé le projet. Voilà. Nous, on a déjà commencé à les consulter, mais on ne veut pas du tout faire ça tout seul. Et donc, dès qu'on arrive à la mairie, on met ça en place et on fait de ce lieu un bel espace intergénérationnel, social et de mixité. Quelle est votre première mesure si demain vous êtes élu à la mairie de Dijon? Alors, les premières, on va mettre au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, changer la façon de fonctionner de la mairie et des élus en étant très transparent sur les décisions, mais surtout en associant, comme Manon vient de le dire, en associant les Dijonnaises et les Dijonnais à travers certaines conventions citoyennes. Je pense qu'en priorité, ça sera sur le déplacement, sur le logement et sur l'alimentation. Méthodes différentes. Après, on l'a dit dans notre programme, hein, il y a un certain nombre de choses qu'on veut mettre en place rapidement, comme la sécurité sociale de l'alimentation, comme la gratuité des transports, mais aussi un grand plan d'adaptation au changement climatique. Ça, aujourd'hui, c'est votre question suivante, mais je me suis permis de la lire. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque la volonté de s'adapter au changement climatique. Ça veut dire quoi, s'adapter au changement climatique? Ça veut dire, et de façon juste et sociale, c'est ça qui nous motive, ça veut dire essayer d'atténuer et essayer d'adapter. Atténuer, adapter, c'est les deux piliers de ce que sera le politique. Alors, atténuer, c'est déjà diminuer l'impact des gaz à effet de serre dans cette ville, bien entendu en décarbonant, c'est ça? J'aurais dû dire le verbe décarboner, voilà. L'économie le plus possible, décarboner les transports, bien entendu, et puis très clairement aussi, en s'adaptant, en mettant de la fraîcheur. Hein, c'est à la fois décarboner, mais c'est aussi remettre du vivant, de la biodiversité. Et donc ça, un grand plan de végétalisation,
mais la végétalisation pour tout le monde, pas uniquement dans certains quartiers, dans certains parcs on a des jolis parcs à Dijon, mais ils sont mal répartis, ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Nous, on veut qu'à 5 minutes de chez soi, on puisse prendre l'air. Et puis, on veut aussi s'adapter pour les enfants, et notamment notre priorité sur les écoles. Aujourd'hui, il convient de rénover fortement les écoles au niveau thermique, mais aussi au niveau de la végétalisation, pour en faire des îlots de fraîcheur. Hein. Vous savez, et peut-être que quand il y a un pic de chaleur, il y a 6 degrés de plus au centre de Dijon qu'à la périphérie. Donc c'est quand même beaucoup. Quand il fait 40 degrés, c'est 6 degrés, on sent la différence. Donc rafraîchir, mais aussi penser que ces installations, ces rafraîchissements d'écoles, pourraient également servir à l'accueil de familles et de personnes âgées, par exemple l'été, puisque les écoles ne fonctionnent pas et que les pics de chaleur sont plutôt l'été. Donc ça pourrait être aussi une solution pour faire ça. Parce que la solution, ce n'est pas les brumisateurs, ça, ce n'est pas la solution. C'est comme mettre des ventilateurs en pleine rue, quoi. C'est une aberration écologique. Et puis nous, on veut remettre de l'eau à Dijon. L'eau, c'est important, l'eau, c'est la fraîcheur. Ça, c'est une ville qui manque d'eau. Alors, on n'a pas de grands fleuves, c'est vrai, mais on a quelques rivières qui ont été enterrées. Parce qu'il y a une époque, on préférait mettre du goudron pour faire des rues, des avenues, que de vivre et de voir la nature couler en ville. Alors, ça va être difficile de rouvrir tout, mais on a déjà repéré un petit endroit qui pourrait être sympa. Ça s'appelle le Suzon, ça s'appelle Général Fauconnet. Et déjà, ça va être une innovation. Et on essaiera de voir après cette rénovation ce qu'on pourra faire d'autre pour remettre de l'eau en ville. Mais remettre de l'eau en ville, c'est aussi permettre à notre lac Kyr de vivre mieux. Hein, le lac Kyr aujourd'hui s'envase, il y a des problèmes de cyanobactéries, il y a des problèmes d'écoulement. Or, le lac Kyr, c'est un lieu de rafraîchissement, c'est un lieu de fraîcheur, c'est aussi un lieu de baignade, et notamment pour les populations qui n'ont pas la chance de pouvoir partir à la mer ou à l'océan l'été, par exemple. Donc, moi, je tiens beaucoup à remettre de l'eau. J'ai même dit une fois dans une interview, pourquoi pas se baigner dans le port du canal demain, c'est peut-être pas à court terme, mais remettre de l'eau, c'est remettre de la fraîcheur, c'est remettre de la biodiversité et surtout pour tous. Voilà. Donc on a beaucoup de choses à faire. On a une équipe solide autour de nous, réfléchie, un programme financé, et nous souhaitons effectivement changer d'air à Dijon. Merci pour cette interview et à bientôt. Merci à vous.